On a un narrateur, un corps, une voix. Nous sommes victimes de la syncrèse et de l'aimantation spatiale. Ce corps chante, on le voit chanter, on le relie intellectuellement à cette voix triste et enrayée que nous entendons. De son côté, la musique fonctionne différemment. On ne peut pas la relier à une source dans le chant ou hors chant. C'est un orchestre invisible qui accompagne le chanteur, un orchestre qui n'appartient pas à l'univers fictionnel, à la diégèse, alors que le chant, lui, est totalement diégétique. Dès le début, nous avons donc deux régimes d'énonciation dans la même image, le régime intradigétique pour le chant et extradigétique pour la musique. Nous avons deux extrêmes qui fonctionnent ensemble. Plus tard, ce motif se rejoue. Christian est désormais le narrateur, son corps est présent à l'image, il est intradigétique, mais sa voix est extradigétique. Elle appartient à un autre temps et à un autre lieu, et elle nous parle en voix off. Dans cette séquence d'introduction du film Moulin Rouge, Baz Luhrmann nous propose un voyage à travers cette musique, ce chant et cette voix. Un voyage entre l'intra et l'extradigétique qui se réalise avec une facilité remarquable. Ce qui pose problème dans cette séquence, c'est cette aisance de glissement entre différents extrêmes. Nous étudierons donc les extrêmes mis en avant dans cette séquence et à quel point ceux-ci travaillent ensemble pour créer une introduction au sujet même du film. Tout d'abord, on remarque dans cette séquence qu'on ne fait que passer d'un extrême à un autre. Au début de la séquence, on a l'extradigétique, la musique, l'orchestre invisible, et l'intradigétique, Toulouse, son chant, la syncrèse. Puis, ce dernier passe du in au off. On passe ensuite d'un narrateur à un autre. Le Moulin Rouge. Mais ce passage d'un extrême à l'autre ne se limite pas seulement au son. Il se manifeste également dans l'image. On passe du noir et blanc à la couleur dès que Christian apparaît à l'image. On passe d'une temporalité à une autre. 1899. Et ce changement de temporalité est accompagné d'un changement de registre. On passe du tragique, avec une musique triste, des larmes, des couleurs froides, au comique, avec une musique plus légère, des effets sonores et visuels rigolos, des couleurs chaudes. Mais ces deux temporalités ne sont pas réellement séparées, puisqu'elles semblent fonctionner ensemble. La voix off de 1900 est mélangée à des images de 1899. Mais ce n'est pas le seul moment où les extrêmes semblent se contaminer. Il y a une dualité constante dans la séquence. Des opposés extrêmes qui pourtant semblent fonctionner ensemble, semblent créer une circulation, un glissement. C'est ce glissement que nous allons désormais étudier. Tout d'abord, le changement de narrateur se fait avec facilité. La dernière phrase du chant de Toulouse est la première que Christian écrit. Il y a une réelle résonance entre les deux narrateurs qui nous permet de passer de l'un à l'autre avec une grande aisance. La voix off reprend alors le flambeau de l'énonciation. Le Moulin Rouge. Cette voix semble venir d'un autre temps, d'un autre lieu. Pourtant, même si on ne l'a encore jamais vu parler, on sait que cette voix appartient à l'écrivain. Elle lit ce qu'il écrit, mais pas seulement. La femme que j'aimais. On a l'impression d'entendre ses pensées. Morte. Ici, l'intradigétique, le corps de l'écrivain, est relié avec une facilité extrême à l'extradigétique, la voix off, même si la syncrèse n'est pas de mise. Il y a ensuite un glissement visuel qui accompagne ce changement de narrateur. On ne fait pas que passer du noir et blanc à la couleur à la fin du ride sur le visage de Christian. La couleur et le noir et blanc se contaminent à plusieurs reprises dans la séquence, tout comme les temporalités. Elles sont séparées par la voix off, 1899. par un rembobinage sonore du piano, et par un effet visuel. Le mouvement de caméra est inversé par rapport à celui qu'on a vu précédemment, ce qui donne une impression de retour en arrière. Finalement, le récit filmique commence par la fin du récit diégétique. En effet, Christian vient de vivre cette histoire. Elle est finie pour lui, il en connaît la finalité, et il va nous la raconter. Le récit filmique se rembobine donc pour laisser place au début du récit diégétique. Et là, le lien entre l'écrivain à l'image et la voix off n'est plus de mise. On le voit, mais on comprend bien que c'est son lui de 1899, et que cette voix off appartient à son lui de 1900, qui nous raconte l'histoire. Cela est d'ailleurs confirmé plusieurs fois dans la séquence, puisque 1900 vient recontaminer 1899.
Les deux temporalités sont donc séparées, mais cette séparation est poreuse. Dans cette séquence, il y a donc des glissements constants entre des extrêmes. Tout se chevauche, tout glisse facilement l'un dans l'autre. D'ailleurs, la fin du récit filmique glisse également dans le début de celui-ci. Voilà le premier plan du film. Et voilà l'un des derniers plans du film. Donc finalement, en quoi cette séquence introductive est-elle liée au reste du film ? En quoi cette aisance de glissement entre les extrêmes appartient-elle au sujet même du film ? À la fin de l'histoire, Satine meurt, comme cela avait été annoncé dès le début. Plein de tristesse, Toulouse monte sur son perchoir pour chanter sa chanson. Le film pourrait être une parfaite épanadiplose narrative. Commencer et finir par le même plan, créant une boucle infinie dans l'histoire. Mais les pales du Moulin Rouge continuent de tourner, comme la vie continue d'avancer. La couleur tout comme la temporalité change de nouveau, nous montrant Christian achevant son écriture. Il vient de finir l'écriture de son histoire, celle qu'il écrit depuis le début du film. Mais d'ailleurs, de quoi parle-t-elle ? Elle raconte ce trio amoureux qu'il a vécu. Satine et lui, amoureux, malgré qu'elle soit promise au duc, financeur d'une pièce qui se déroulera au Moulin Rouge. Cette pièce, c'est Christian qui l'écrit, et il racontera sur le thème de l'Inde ce qu'ils vivent ensemble. Il s'agit d'une courtisane, la plus belle de toutes les courtisanes du monde. Mais le royaume est envahi par un affreux Maharaja. Pour libérer le royaume, elle doit séduire l'affreux Maharaja, mais le soir de la séduction, elle prend par erreur un misérable joueur de sitar pour le méchant Maharaja, et elle tombe amoureuse de lui. Tout le long du film, la limite entre la réalité et la pièce de théâtre est poreuse. Tout se chevauche. Il y a un glissement entre fiction théâtrale et l'authenticité de leur histoire. Cette fin est idiote. Pourquoi la courtisane préférerait-elle le poète fauché ? Le petit joueur de sitar, je veux dire. Pour conclure, le film traite d'un glissement entre pièce de théâtre et véritable histoire d'amour. Dès le début du film, la mise en scène problématise ce dont le film traite. C'est pour cela qu'on trouve plusieurs extrêmes, qui se lient finalement, comme la pièce de théâtre s'est liée à la réalité de leur histoire, puisque c'est elle qui leur a permis une réconciliation finale avant leur séparation forcée par le destin.